Bonjour à tous, bienvenue sur la chaîne YouTube Mécanique Sportive, c'est Nicolas. Aujourd'hui, je suis sur ces magnifiques routes du Portugal, près de Faro, pour vous présenter ce nouveau Nissan Qashqai 2024 qui vient tout juste d'être restylé. On va refaire un essai complet de cette voiture, tout type de route, autoroute, consommation, parler de tous les nouveaux détails, puisque vous pouvez le voir, hein, l'avant et l'arrière surtout ont bien évolué. À l'intérieur, quelques petites nouveautés, surtout logicielles. Je vous remontre tout ça et ensuite essai, conso, débrief à la fin. J'en profite pour vous parler de Car Vertical qui aujourd'hui est le sponsor de cette vidéo. Car Vertical, qu'est-ce que c'est? Normalement, si vous êtes dans le milieu automobile, vous regardez des vidéos sur YouTube, vous connaissez Car Vertical. C'est un site qui vous permet d'avoir des rapports de votre voiture. Donc là, par exemple, j'ai pris Nissan Qashqai, j'ai regardé un Nissan Qashqai. Je peux voir direct sur la page d'accueil qu'il a été volé. Et ça dit requiert votre attention. Alors, Car Vertical, ça permet de savoir si votre véhicule a été volé, si votre compteur kilométrique a été trafiqué, baisser le kilomètre, si le statut il est bon ou s'il y a eu des dommages, des accidents ou autres. Et là, par exemple, on peut voir que tout est bon sauf le vol. Et si je descends un petit peu plus bas, je peux voir les photos, tout a l'air nickel, il est très beau, il est très bien. Par contre, le véhicule pourrait être volé. Et actuellement recherché en Hongrie. Donc là, ça peut être intéressant parce qu'il y a plein de véhicules qui se trimballent partout en Europe. Et si un jour la police vous contrôle, eh bien, ils vont juste regarder le numéro VIN ici et vont dire monsieur, vous ne repartez pas avec votre voiture est un véhicule volé. Donc ça peut être très très intéressant d'utiliser Car Vertical pour savoir, parce que des fois on peut faire des cartes grises, etc. Bref, moi personnellement, compteur kilométrique trafiqué ou accident antérieur à l'achat, c'est plutôt intéressant. Donc vous avez moins 20% grâce au code promo MECA qui s'affiche juste ici sur le site Car Vertical ou le lien dans la description. Si vous êtes en phase d'achat d'un véhicule, même très récent, pas forcément d'occasion longue durée, même s'il a 1 an, ça peut être un véhicule qui vient d'un n'importe quel pays en Europe ou même d'un autre pays, d'un autre continent. Et faites plutôt attention. Grâce à Car Vertical, ça permet d'éviter quand même quelques arnaques. Le Qashqai, 4,43 m de long, 1,84 m de large sans les rétros ou 2,08 m avec les rétroviseurs qui intègrent des petites caméras autour pour avoir des caméras 360 et 1,63 m de haut. Les caméras 360, il y a une nouveauté également sur cette voiture, c'est qu'avec la caméra ici, lorsqu'on va rouler, on va pouvoir avoir un capot transparent grâce aux caméras 360 qui vont nous faire en gros une idée de ce qu'il y a sous les roues et sous ce capot moteur lorsqu'on va faire un petit peu de off-road, du chemin, etc. Ça, c'est une des nouveautés, tout comme Google qui est intégré maintenant à la partie instrumentation de bord sur l'écran central avec par exemple, hey Google, quelle température fait-il? Où aller au restaurant à côté? Il fait trop chaud, il fait trop froid, ferme le store, etc. Enfin, plein de petites nouveautés comme ça qui rendent la commande vocale beaucoup plus intéressante. Au niveau de l'empattement, 2,67 m, ça ne change pas comparé à l'ancien, tout comme le gabarit. Au niveau du poids pour cette version e-Power, donc je vous reparle de cette motorisation après, mais au niveau du poids, environ 1700 kg, ça commence à partir de 1400 kg pour les plus petites motorisations. Ça peut remorquer celle-ci jusqu'à 750 kg. Diamètre de braquage entre trottoirs, 11,10 m, on rajouterait environ 30-40 cm entre murs. 55 litres d'essence dans toutes les versions qu'on pourra mettre dans le réservoir. Elle existe en 9 couleurs, 5 bitons différents et 3 nouvelles couleurs, tout comme les jantes. On aura des nouveaux styles de jantes et 5 paires de jantes qui auront du 18 pouces avec du 19 et du 20 pouces pour la taille la plus grande. On va commencer par parler des motorisations. Motorisation, un 1000 hybride 140 chevaux, boîte manuelle 6 rapports, un 0 à 100 en environ 10 secondes avec un moteur 1,3 litre, un deuxième 1000 hybride avec un 1,3 litre également qui fera lui 158 chevaux, qui sera disponible avec une boîte CVT, le X-Tronic. Et on a un collègue qui passe derrière. Cheers! Disponible dans cette couleur aussi magnifique. La boîte CVT avec les 158 chevaux sera disponible soit en traction, soit en 4 roues motrices.
ça donne quand même au moins une motorisation 4 roues motrices pour les gens qui habitent par exemple à la montagne où il y a de la neige ou par exemple vraiment en campagne où ils ont besoin d'aller faire un petit peu plus de chemin parce que ça reste quand même plutôt typé SUV, hein. Normalement c'est un petit peu surélevé, ça passe partout et c'est vrai que le 4 roues motrices c'est quand même un petit peu mieux lorsqu'il neige par exemple. Et ensuite la version que j'essaye aujourd'hui, e-Power 190 chevaux. Alors le e-Power, comment ça fonctionne? On a un moteur thermique ici qui est un moteur 4 cylindres 1,5 litre. Ensuite, on a une batterie dans le coffre de 1,8 kWh. Donc ça ne permet pas d'en faire une voiture électrique à proprement parler où on peut recharger la batterie parce que 1,8 c'est vraiment une toute petite capacité, ça permettrait de faire que quelques kilomètres. Le moteur ici, 1,5 litre permet de jouer le rôle de générateur qui va en fait alimenter en permanence la batterie qui se trouve à l'arrière pour permettre au moteur électrique de pouvoir motricer, donc soit une traction, enfin non, il n'existe qu'en traction d'ailleurs ce moteur. L'avantage de ça, c'est avoir le plaisir de l'électrique lorsqu'on conduit une voiture hybride. Ça veut dire que au niveau du ressenti de conduite, au niveau de l'accélération, du freinage, ce sera toujours une voiture électrique. Il y aura juste le bruit dans l'habitacle du moteur thermique lorsqu'on sera en phase d'accélération. Sinon, c'est en gros une voiture électrique, mais juste qu'elle est alimentée par un générateur en continu. Et de ce que j'ai vu sur la fiche technique, ça monte jusqu'à 11 000 tours, assez incroyable. On va voir ce que ça donne niveau consommation sur ce trajet où il y aura tout type de route, même des routes de montagne comme ça, de l'autoroute, vraiment tout type. Par contre, celle-ci, c'est celle qui accélère le plus fort avec ses 190 chevaux, même si elle est un petit peu plus lourde que les autres, un 0 à 100 en 7 secondes 9. On essayera bien sûr le 0 à 100, on verra que c'est plutôt correct. Ensuite, au niveau des finitions, alors chez Nissan, là, ils ont mis quand même beaucoup de finitions. La plupart des marques font en sorte de réduire, mettre 2-3 finitions. Là, ils se sont dit, on va mettre le Ascenta, qui est la première, entrée de gamme, qui commence d'ailleurs à partir de 34 700 € si vous prenez la petite motorisation, et la version la plus accessible. Ensuite, il y a la version business, plus réservée aux pros. Ensuite, il y a la N-Connecta, il y a la Tecna, et en plus, il y a Tecna Plus, et il y a N-Design plus N-Design Plus. Donc ça fait 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 finitions disponibles. Celle-ci, avec la motorisation e-Power, elle commence à partir de 39 600 € environ. Et pour une version full option, c'est 48 300 € avec cette motorisation. D'ailleurs, je me pose assez souvent la question, est-ce que vous êtes plutôt du style à vous dire, je vais prendre la meilleure finition, je vais prendre le haut de gamme, est-ce que je prends l'intermédiaire ou plutôt, j'achète une voiture, non, je prends le bas de gamme parce qu'au final, je veux juste la voiture, le style me plaît. Mais souvent, le style extérieur va avec le prix, parce que souvent, plus elle est chère, plus il y a des packs, plus il y a des extérieurs jolis. L'intérieur, c'est pareil. Ou est-ce que vous êtes, non, non, je prends une version simple ou tout l'inverse, comme je vous disais, full option. J'avoue que maintenant, avec les LOA, les gens sont plus tentés de plus en plus à tendre vers des finitions assez haut de gamme. Pareil, au niveau des valeurs résiduelles, souvent, c'est un petit peu mieux que les versions entrée de gamme. Donc, c'est quelque chose qui se discute. D'ailleurs, j'aimerais bien connaître votre budget à peu près mensuel alloué à la voiture, si vous voulez le mettre dans les commentaires pour me faire une idée, parce que maintenant, on va dire que 400-500 €, c'est presque limite devenu commun pour une voiture. Et voilà, pour savoir où vous vous situez à peu près. Bon, alors, sur l'avant, par contre, on peut tout de suite noter de grosses différences comparées à l'ancienne. Surtout là, cette calandre ici qui vient s'étirer. Comme beaucoup des marques le font de plus en plus, avec ce logo au centre et petit à petit un petit dégradé qui vient se fondre jusqu'au bloc optique ici. Donc logo Nissan ici, donc qui intègre les capteurs d'aide à la conduite pour la conduite de niveau 2, régulateur adaptatif, etc. Donc c'est bien intégré, c'est peut-être caché en dessous. Bref, c'est par là et c'est plutôt discret. Le gros logo Nissan ici, donc une partie gris avec des parties chromées foncées, ensuite des chromes plus effet miroir sur le côté qui viennent se dégrader avec la forme qui sera reprise dans les blocs optiques juste ici sur le côté. Les blocs optiques d'ailleurs, eux également évoluent pas mal. Attendez, je vais essayer de vous rallumer ça, comme ça, ça vous fera un meilleur aperçu. Ouh, il fait chaud à l'intérieur de la voiture, il fait une trentaine de degrés aujourd'hui. Donc là, vous pouvez voir allumé. Donc on a cette paupière sur le dessus qui vient largement finir sur le côté au début de l'aile ici avec le Nissan qui reste éclairé sur le côté. Et ensuite cette partie avec 1, 2, 3, 4 virgules qui reprennent la forme qu'il y a sur la grille ici. Et ensuite, donc même un éclairage d'intersection à cet endroit-là, plus des feux full LED. Donc ça, c'est quand même un avantage. Et le style est vraiment différent. Donc on a une petite partie triangulaire ici qui s'affine, également cette paupière sur le dessus qui est différente. Et ensuite là, vraiment cette partie change et ça donne
un look plus moderne quand même à ce Qashqai. D'ailleurs, n'hésitez pas à me dire ce que vous en pensez. Est-ce que vous préfériez l'ancienne version qui était un petit peu plus classique ou ça là qui amène ce côté dans la tendance générale? Est-ce que vous êtes d'ailleurs pour ces calandres là qui s'étendent de plus en plus, qui viennent tirer sur les blocs optiques? Ensuite, sur le côté, une partie très triangulaire ici avec les entrées d'air pour les rideaux d'air qui viennent sur les côtés pour jouer sur le côté aérodynamique. Des capteurs ici pour le parking qui sont bien intégrés, qui sont assez jolis. Et ce verre d'ailleurs, dont je n'en ai pas assez parlé, mais ce verre pailleté est très très joli. La finition est belle, la qualité de peinture, franchement, ils ont fait un bel effort et ça fait couleur vraiment premium sur cette voiture. J'aime bien. Moi, je suis assez fan là de cette couleur. Ça change. Et même le nouveau rouge orangé est plutôt joli. Long bandeau, ici noir, pareil, ça sert toujours à étendre un petit peu les voitures, à les poser un petit peu plus sur les côtés. Plutôt pas mal. Et ensuite, une partie ici métallique qui rappelle un petit peu celle-ci, mais deux couleurs différentes. Là, c'est plus gris peint que là, c'est plus métal. Et sur cette version, un peu plus bas, une lame peinte avec pareil des entrées d'air également ici. Ouais, c'est plutôt joli. Elle a un look très sympa. Deux essuie-glaces et là-haut, caméra pour nos aides à la conduite. Sur le haut, tout en haut, à partir d'ici jusqu'à quasiment les 3/4, on a un toit vitré qui est vraiment joli, vu de l'intérieur. Et il est très discret. On ne croirait même pas qu'on a un toit vitré lorsqu'on regarde d'ici. Sur le côté de la voiture, peu d'évolution, hein. On reconnaît le Qashqai, donc une grande ligne qui traverse vraiment tout. La trappe essence, donc 55 litres ici, il n'existera que des versions essence, pas de diesel, soit 1000 hybride, soit cette e-Power, donc on peut dire une sorte de full hybride amélioré, plutôt électrique, typé sur alimentation thermique. Des rétroviseurs avec les caméras sur les côtés, comme je vous disais, le badge e-Power rappelé de ce côté-là, des jantes qui vont du 18 au 20 pouces, freinage régénératif, on a bien sûr des disques aux quatre coins et des jantes surtout avec des petites parties plastiques ici pour jouer encore sur l'aérodynamisme et que l'air ne s'engouffre pas à l'intérieur pour pouvoir justement avoir une autonomie encore améliorée et des consommations un petit peu plus basses. Au niveau de l'entourage de fenêtre, on peut voir qu'on a une baguette qui ressemble à du chrome ici sur le bas, pas sur le haut. Sur le haut, elle est teintée en noir, donc ça fait vraiment une ligne qui pose cette partie. Le rappel sur les barres de toit avec ce côté un petit peu métallique. Quelque chose de simple, efficace et le contraste va bien avec cette voiture. Chrome et vert foncé comme ça, avec un intérieur, vous allez voir, assez spécifique qui donne un look vraiment british à cette voiture. D'ailleurs, qui est fabriquée, elle, en Angleterre. Au niveau de l'arrière, évolution également comme l'avant. Bloc optique redessiné, surtout un bloc optique tout transparent. Avant, ils étaient entièrement rouges et là, ils ont décidé de moderniser un petit peu. Donc ça revient également dans le style. Renault le fait, par exemple, nouveau Capture, nouvelle Clio, on passe à des feux différents avec des formes que l'on voit à l'intérieur, un petit peu comme sur les modèles les plus premium de certaines voitures. Audi, par exemple, fait un petit peu ce style avec les petits blocs OLED. Alors là, c'est un petit peu plus épais, mais c'est pareil, des panneaux LED qui sont assez bien dessinés avec 4 parties comme à l'avant. Et ensuite, donc, sur le dessus, juste ici, on a le clignotant défilant sur les versions les plus haut de gamme. Et comme j'ai été sage, ils m'ont donné la version la plus haut de gamme. Et c'est également disponible sur le clignotant à l'avant. Sur l'arrière, antenne type requin qui est peinte couleur carrosserie. Ça, c'est assez rare. Souvent, elle est d'une couleur différente en noir. Là, par exemple, couleur carrosserie. Bonne chose. Un long béquet toujours pour le côté aéro. Troisième feu stop intégré ici. Vitre plutôt inclinée avec l'essuie-glace. Le logo Nissan qui ne change pas. Donc cette partie ne change pas trop. C'est vraiment juste le bloc optique ici qui va évoluer. Rappel du Qashqai, donc noté en gris foncé sur cette couleur, le e-Power rappelé là-bas, et tout est peint sur cette finition assez haut de gamme. Donc c'est pas de plastique disgracieux. Elle est bien finie. Pareil, ces parties-là qui rappellent un petit peu la force de la voiture et qui donnent un côté un petit peu plus sportif. Par contre, on n'a pas d'échappement. L'échappement est caché en dessous, juste là. Des petits réflecteurs à cet endroit-là. Et puis voilà, caméra de recul également. Et coffre qui est motorisé, ça j'aime bien, parce que c'est motorisé, c'est toujours plus pratique. Et c'est vrai que ça devient avantageux assez rapidement. Et, on a encore un autre collègue qui passe. On peut verrouiller le coffre directement, ou juste l'ouvrir, ou le fermer. On a une petite prise 12 volts ici, de quoi mettre des crochets sur le côté pour mettre ses sacs lorsqu'on fait ses courses. Dans le coffre, on a un plancher sur 2 niveaux. Et en plus, je peux enlever ces parties, donc qui sont assez légères. On peut les enlever, laisser à la maison si on souhaite un coffre plus profond. Une partie à l'avant, une partie à l'arrière. Et en dessous, j'ai encore un petit peu de rangement. Là, on a le caisson de base puisqu'on a la sono Bose pour avoir un meilleur son. Nicolas, 1m80.
Je vais mettre que dans la première partie. Regardez, ça rentre sans problème. Parce que j'ai mon gros sac de rando avec tout mon matos, photo, etc. Et ça passe. Hein. Plutôt spacieux ici comme volume. Alors, au niveau des places arrière, ça n'évolue pas comparé à l'ancienne version. Par contre, une chose que j'aime bien, regardez, c'est cette ouverture ici quasiment à 90 degrés de la porte qui donne une accessibilité au top, surtout si vous êtes maman ou papa et que vous devez mettre les sièges bébés juste ici. Fixation top tether isofix sur les deux sièges d'extrémité et cette banquette qui se rabat en 2 tiers, 1 tiers juste ici. Donc là, hop, ouverture facile, bébé, hop, hop, voilà, fait dodo, content et on va en balade. Ceinture là posée sur le côté qui vient avec la banquette qui reste ici. Donc après, si elle va sur le côté, il faudra juste penser à la remonter. Et on a un plancher plat lorsque le plancher est en haut niveau à l'arrière dans le coffre. Nicolas, 1m80, j'enjambe, hop, je rentre facilement et justement grâce à cette portière ici qui s'ouvre très grande. Donc, lorsque je suis à l'intérieur, cet intérieur est assez sympa, je ne vous ai pas parlé de la portière. Là, comme on est sur une belle finition, on a du cuir un petit peu marron, d'où ce côté anglais, comme je vous disais, qui colle avec le cuir marron plus l'extérieur en vert. Des parties un petit peu plastiques, à partir de là jusqu'en bas, mais ce qui est accessible, c'est plutôt bien. Sur le haut, plastique dur quand même, alors qu'on a des belles finitions qui ressemblent à du cuir juste en dessous. C'est dommage, on aurait bien aimé un petit peu de moussé pour bien finir justement là toute la partie visible de cette voiture. Poche ici à l'arrière des sièges, au niveau des genoux, c'est assez spacieux. J'ai réglé le siège passager pour moi. Au niveau de la tête, c'est pareil, il me reste encore de la place, quelques centimètres au-dessus, même si je me mets droit comme un piquet. Moi, je suis plutôt bien. Au niveau des pieds, alors on a un petit compartiment et ensuite dès qu'on avance, ça remonte un petit peu. Alors je ne sais pas ce qu'ils ont mis en dessous, mais on ne peut pas vraiment glisser ses pieds sous le siège parce que comme le siège est remonté sur des rails qui sont à la hauteur du niveau qui remonte, eh bien je vais tout de suite sentir que mes doigts de pied touchent en haut le dessous du siège. Après, c'est plutôt bien. Petite ampoule ici, chacun a sa poignée. J'ai l'impression qu'il y a un micro ici pour lorsqu'on parle en Bluetooth. 2 ports USB ici. La climatisation, je peux régler juste le débit d'air. C'est à l'avant qu'ils vont régler la température. On a 5 places ou un accoudoir ici. On peut glisser un peu ses doigts. Double porte-gobelet et... ouais, c'est pas mal. Les appuis-têtes, hop. Appuis-têtes assez fermes, tout petit. On est bien. Fenêtre grande. Je n'ai pas démarré la voiture. Bougez pas. Là, j'aime bien savoir jusqu'à où elle va. Fenêtre qui ne descend pas jusqu'en bas. Donc si je veux mettre mon coude, elle est chaude en plus là. Donc non, ça vient taper. Dommage sur un gros SUV avec des portes aussi grandes que la fenêtre n'aille pas jusqu'en bas. Troisième place. Hop, j'enjambe un tunnel central ici qui est vraiment large. Sellerie très très ferme ici, c'est beaucoup plus dur. Le dossier, ouais, c'est très, très 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 dur. Comme c'est un accoudoir. Par contre, mais même l'assise, costaud. Si je remonte les jambes, là on peut voir que je suis vraiment en position. Hop. Au niveau de la tête, il me reste quand même de la place. Au niveau des genoux, ça va, mais le mieux, ça va être quand même de descendre sur les côtés. Moi qui fais du 44, mes pieds viennent toucher un petit peu les rails, enfin le support de rail. Ça va encore, franchement, c'est pas le plus dérangeant. Mais j'ai tout de même les jambes assez écartées lorsque je suis assis ici, parce que le tunnel est très très large. Et si je mets mes pieds sur le dessus, à moins que je sois un enfant et que j'ai des tout petits pieds, je vais avoir les pieds en canard et un petit peu de route, pourquoi pas. Sinon sur le côté, et après on a un petit peu de place tout de même sur le côté. Mais pareil, comme on ne peut pas glisser ses pieds en dessous, voilà. Ouais, c'est ferme quand même. Pour un petit trajet, pourquoi pas, ou sinon un enfant qui dira rien. Bon, allez, je vous emmène découvrir l'avant. Allez, un copain qui passe. Bonjour. Ah non, elle est belle. C'est vrai que celle-là est très très jolie. Hein. Allez, bonne route. Bon. Comme vous voyez, les copains préfèrent l'autre couleur. Moi, j'aime bien cette version verte, effectivement, à l'image. C'est pas celle qui pète le plus, mais bon, voilà. Si c'est pas joli, c'est de la faute de Nissan, ceux qui m'ont attribué celle-là. Bon, moi, j'aime bien, en tout cas. Je vous emmène refaire le tour. Et on peut voir que les contrastes sont assez importants avec ce vert. Et justement, ça amène des côtés très foncés et à la fois des verts un petit peu plus pétants. Voilà. J'ai relancé la clim, mais regardez, là, ces reflets verts, c'est quand même assez sympa.
Alors c'est vrai que moi qui aime la couleur, j'aurais bien aimé l'autre couleur. Effectivement, les collègues me connaissent bien. À l'intérieur, portière ici sur le dessus, donc cette fois-ci c'est moussé, c'est un petit peu mieux fini. On retrouve ce même marron ici. Ensuite, partie plastique pour tout le reste jusqu'en bas, comme on peut le voir. Grosse partie plastique ici, plastique dur de base avec quelques petites surpiqûres. Ici, c'est plutôt mignon. Là, on peut ranger quelque chose, donc au cas où on fait tomber, ça reste dans la portière. On peut cacher quelques petites pièces, des jetons, etc. Les commandes de fenêtre et rétroviseur ici, avec également la fermeture centralisée. On a la mémorisation de 2 positions pour le siège conducteur qui lui est électrique. Le siège passager sera lui manuel. Hop, Qashqai ici, double pédale en plastique avec un repose-pied sur la gauche assez simple. Avec juste ce support, ensuite le reste c'est de la moquette. On retrouve la luminosité du tableau de bord à régler ici, la conduite de niveau 2 à activer ici, les informations dans l'affichage tête haute et l'ouverture de coffre à cet endroit-là. Les sièges, pareil, en biton, donc avec une couleur un petit peu plus sombre sur le bas et du marron là dans les entourages, donc ça amène une petite finition sympa. Plus cette façon avec ces surpiqûres qui donne un style un petit peu plus haut de gamme, un peu façon montre comme le fait une certaine marque française pour ne pas la citer. Je me recule à fond ici pour vous donner l'aperçu de à quoi ressemble l'intérieur. Alors au niveau de l'intérieur, ça n'évolue pas vraiment comparé à l'ancien Qashqai. Le volant ici avec un petit méplat, mais le méplat alors petit, mais je me trompe peut-être un peu, parce que gros méplat, méplat assez arrondi tout de même, mais par contre on voit que la jante de volant ici est beaucoup plus épaisse. Ça fait assez bizarre d'avoir cette partie, on a l'impression que c'est devenu lourd ici, comme si ça avait fondu et là c'est plein, donc on ne peut pas passer ses doigts à travers. Le Nissan noté en plein centre, et ensuite sur la gauche on va avoir les commandes pour aller dans les menus de cet écran 100% digital juste ici, changer de musique, les menus ici qui vont défiler avec les radios, alors je sais pas pourquoi ça le fait pas, et changer de musique juste ici, le volume, et ensuite aller dans les menus. Donc je peux aller dans les menus ici, les consommations, je peux retourner en arrière, je peux aller faire défiler les réglages, les aides à la conduite, la radio ici, le GPS qui peut s'afficher ici, donc on peut le voir que c'est Google qui l'affiche, donc Google Maps qui est également maintenant intégré dans cet écran, comme je vous disais, avec Google. Attendez, bougez pas, je vous reparle de ce grand toit vitré ici, alors qui est quand même très très beau, que je vais refermer, justement pour que vous ayez moins de reflets, et avec un store ici qui est assez épais et qui vient refermer. Et là, il va faire tout de suite un petit peu plus sombre dans la voiture. Par contre, il fera un peu moins chaud puisque le verre là-haut n'est pas forcément traité UV et infrarouge. Donc, hop, voilà. Avec Google ici, on continue. Pression des pneus, les consos et le GPS un petit peu plus simple de cette façon. De ce côté-là, la réserve de puissance qu'on a, si je suis en parking, drive, reculé, et de l'autre côté, la vitesse. Quelques informations, les phares allumés là-haut, hop, je repasse en mode auto. Ce qui est bien, c'est que ça me l'affiche de cette façon à chaque fois que j'utilise. Il fait 27 degrés actuellement, il est bientôt 15 heures. Cette voiture a 1700 km, la réserve de batterie, il me reste ça sur les 1,8 kWh. Je suis en mode standard. Je vais pouvoir changer de mode avec le mode Sport, Standard ou Eco. Donc vous pouvez voir que ça change un petit peu les couleurs, mais très simplement au niveau du tableau de bord. Et ensuite je peux appuyer sur OK pour confirmer si je veux que ça quitte un petit peu plus vite. La vitesse de ce côté-là et la réserve d'essence. Il me reste avec 55 litres d'essence, on a déjà consommé une petite partie ici, 787 km annoncés. Sur la droite, c'est les aides à la conduite avec cette touche ici qui va me donner la conduite de niveau 2, toutes les aides disponibles sur cette voiture, commande vocale avec Google, de ce côté-là décrocher au téléphone et la distance avec moi et le véhicule qui me précède lorsque j'ai les aides à conduite ou le limiteur ici ou régulateur adaptatif. Plus vite, moins vite et annuler si je souhaite. Juste là, le volant est réglable en hauteur et en profondeur. Ça, je vous ai montré. Aérateur ici avec également cette touche de marron et cette touche de marron qui vient faire le tour. Tout à l'heure j'ai vu des collègues qui l'avaient en Alcantara, ça c'était très très joli. Des belles surpiqûres ici, la partie casquette qui est moussée et un affichage tête haute que vous pouvez sûrement voir là. Voilà, en couleur qui est assez sympathique, qui est bien placé. On a le pare-brise dégivrant, donc on peut voir avec tous les petits filaments. Alors ne bougez pas, hop comme ça. Vous pouvez voir là tous les filaments. Alors ça je suis pas très fan parce que souvent quand il y a le soleil fin de journée ou autre, et une fois qu'on l'a vu, on n'arrête pas de voir que ça. Ah, un autre verre qui passe. De ce côté-là, un grand écran ici. Donc cet écran est plutôt joli.
On a un contraste assez sympa. Alors c'est pas le plus lumineux de tous ceux que j'ai vus, et pourtant je suis bien en luminosité maximum. Touche Home, pour revenir à la touche Home, et là on peut voir donc que Google est intégré avec Maps ici. On peut avoir d'autres commandes et on peut voir justement qu'on a le Play Store, l'assistant Google et Maps. On peut avoir Android Auto, Apple CarPlay bien entendu, position GPS et des petits widgets qu'on va pouvoir personnaliser, avoir la musique et même Amazon Alexa. La navigation ici en plein écran avec Maps, on peut bien sûr connecter Waze, etc. Grâce à Google, Android Auto ou Apple CarPlay. Touche raccourci musique sur le côté, donc on a tous nos raccourcis. La radio, radio DAB, les favoris si l'on souhaite. Téléphone, alors moi je n'ai pas connecté de téléphone ici. Quelle température fait-il? Elle n'a pas eu envie. Non, j'ai pas envie de me connecter. Quelle température fait-il? La température actuelle à Santa Maria est de 22 degrés. Ah, 22, lui il me dit 27. Ah, peut-être, c'est possible. Bref, on a la raccourci ici, commande vocale. Qu'est-ce que tu sais faire? Essayez de dire quel temps fera-t-il la semaine prochaine du lundi au vendredi, ou actualité sportive. D'accord, bah, j'ai pas envie. Bref, et ensuite, les applications, juste ici. Alors quelque chose de très simple, avec tous les paramètres, etc. qu'on va pouvoir retrouver juste ici. Ensuite, on a le mode jour-nuit. Ah, bah voilà aussi. Pourquoi il n'était pas très très lumineux? Il était passé en mode nuit. Ouais, bizarre. Quelqu'un avait dû appuyer, j'ai pas fait gaffe. Ah, là, c'est beaucoup plus lumineux, je vous dis. Donc, je reviens sur ce que j'ai dit tout à l'heure. Écran très lumineux, bien contrasté. Les noirs sont bien noirs. C'est profond. C'est... Ah, là, c'est joli, là. Maps, regardez. Ah, là, on aime. Beaucoup plus sympa. Changer les musiques. Le volume, juste ici. On appuie dessus pour mute. Et caméra. Donc, ça, c'est la nouveauté également. Donc, on peut voir la voiture en 360 degrés comme ça. Alors, ça, c'est quelque chose que j'adore. Et ensuite, on peut avoir la version avec sous le capot. Donc, c'est ça, en gros, la nouveauté. Alors, bougez pas. Je me ravance. Hop. Hop. Ça me permet de passer en drive. Je passe en drive et regardez. Donc là, le capot, sous le capot, ça va s'afficher petit à petit. Normalement, si je le fais bien, voilà. Et donc comme ça, je peux voir mes roues et voir ce qu'il y a entre les roues. Donc, on a les roues qui tournent également. Hop, gauche-droite, si je souhaite, avec le guidage. Et surtout, ça va me permettre de savoir, lorsque j'avance, qu'est-ce qu'il y a en dessous de mes roues, au cas où. Si par exemple, il y a un trou, que je puisse bien le passer. Ça, c'est la petite nouveauté de chez Nissan. Là, voilà, donc les caméras, on a pu le voir. L'assistant au parking, on l'a ici. Donc si j'appuie sur caméra, je peux avoir le parc assist également, juste ici. Ensuite, le bloc de commande de climatisation sur le bas avec les aérateurs, la touche warning en plein centre. Donc là, tout ça pour la clim. Démarrer la voiture, il est ici. Donc en bas, ce qui est bien, c'est on rentre dans la voiture, hop, et ensuite, je pince ici, drive, et c'est parti. Chargeur par induction, prise 12 volts à cet endroit-là. Une partie plastique ici avec un style un petit peu bois, avec bois et des motifs qui ressemblent à des motifs métal. Frein à main ici, le auto hold pour ne pas avoir appuyé sur le frein lorsqu'on est à l'arrêt. La touche park assist également qu'on retrouve ici, le e-pédale et la touche pour rouler en 100% électrique et forcer la voiture à rester en élec. Par exemple quand on arrive tard le soir à la maison qu'on ne veut pas réveiller madame. Drive, je tire vers moi, je passe en drive au tableau de bord. Si je tire une deuxième fois, je passe en break, le mode B. Si je me mets en avant comme ça, je passe en mode reculé, ça m'affiche la caméra à l'arrière. Si je tire vers l'avant, ça m'affiche la caméra à l'avant. Touche parking, juste ici. J'appuie de cette façon et j'éteins la voiture, le frein à main se met automatiquement. Ici, on sélectionne nos modes sport, standard ou éco. Double porte-gobelet avec des petites bouteilles Nissan comme c'est mignon. À chaque fois, les marques se donnent du mal, hein, pour nous mettre des petites bouteilles. Alors c'est juste de l'eau. Hop, la clé. Une clé assez simple, de petits porte-clés. Oh, il est beau celui-là. Bien sûr, vous le demandez à votre concessionnaire, il vous l'offrira gentiment. Vous dites, c'est Nico qui m'a dit dans la vidéo, si je vous achète une voiture, vous m'offrez un porte-clés. Bon, je vais peut-être pas me faire des copains, mais un porte-clés des copains, hein, des vendeurs, au minimum. La petite touche Nissan là-haut, et voilà. Et on peut ouvrir le coffre et fermer le véhicule.
Ensuite, un accoudoir ici, donc cuir marron également avec le rappel. Donc on a là des petits rappels. On peut ouvrir soit la partie haute avec un petit bac de rangement ici, soit je referme et je tire tout en bas. Ça me permet d'ouvrir en grand. Ils m'ont caché un téléphone à l'intérieur. Ici, on a 2 ports USB type C, avec sur le côté de quoi mettre, je sais pas trop quoi. Les amis, je ne sais pas à quoi ça sert ça. Si quelqu'un sait m'indiquer à quoi sert ce truc, je suis preneur. Je ne sais pas. Et voilà le compartiment, en gros, la taille d'un téléphone qui tient ici. Hop. Et hop. Les sièges, je vous ai montré. Là-haut, je vous ai montré. Les pare-soleil. Là, hop. Je descends. Je relève ici un petit miroir avec là-haut un éclairage bien blanc. Le miroir sans bord ici, électrochrome. Ensuite, sur le haut, touche SOS, la touche pour le store là-haut et les lumières. Et on peut allumer le côté avec des touches physiques qui cliquent. Et là, je vous ai montré. Cette partie reprend la partie qu'il y a ici. Donc ça sur quasiment toutes les versions. Et ensuite, donc un aérateur à l'extrémité là-bas qu'on retrouve de l'autre côté également. La boîte à gants. Ici, boîte à gants assez traditionnelle. Donc une feuille à 4. Il faut la plier en deux pour qu'elle rentre comme ça. Le gilet. Voilà, petite boîte à gants ici. Simple et efficace. Bon, allez, allons rouler sur ces belles routes. Regardez comme c'est beau. C'est beau ce paysage. Et on a des belles routes. Donc on va pouvoir se rendre jusqu'ici, traverser un petit peu tout et je vous fais un débrief à la fin. J'ai pas mal de routes aujourd'hui et on va voir tout ce qui est niveau conso, etc. C'est parti. Petit tour rapide puisque aujourd'hui je viens de récupérer cette version donc, qui est la nouvelle N-Design Plus, donc avec l'évolution, les arches de roue peintes ici, ces grandes jantes, le bas de caisse également donc couleur carrosserie. On a quand même le biton qui est disponible comme vous pouvez le voir là. À l'avant, pas forcément de différence comparée aux autres versions, mais avec cette couleur c'est vrai que elle rend bien, hein. Elle a du style, on peut le voir de cette façon. Et à l'intérieur, donc je vous ai parlé tout à l'heure, une partie avec de l'Alcantara qu'on retrouve ici à la place de la version que j'avais, et on a également des bandeaux lumineux ici là, des bandeaux LED. Alors on n'a pas roulé de nuit, il y a gros soleil aujourd'hui. Le Qashqai Nutella et les céleris mix cuir Alcantara. Pareil dans la portière, une belle finition avec de l'Alcantara ici et à cet endroit-là. Siège également confortable et sur l'intérieur ensuite c'est la même chose ici. Et pour l'arrière ce sera également un petit peu d'Alcantara sur le côté et du cuir. Par contre sur celle-ci, pas de toit vitré aujourd'hui, ce sera une option qui sera disponible. Me voici sur les routes du Portugal. On part de l'aéroport de Faro ici. Let's go! Avec ce Qashqai. Donc, démarrage en élec. La batterie était rechargée. Pour les phases en ville comme ça va partir en élec. Le moteur se redémarre s'il a besoin, puisqu'en gros c'est un moteur thermique qui sert de générateur qui va venir alimenter ensuite le côté électrique. Normalement, à chaque fois que je m'arrête, ça se recoupe. Voilà, là c'est coupé. Voilà, il y a un monsieur devant qui me fait des grands signes pour que je puisse tourner ici et sortir de l'aéroport. Toutes les phases quasiment à basse vitesse comme ça, c'est en électrique. Alors là la voiture ça faisait déjà une demi-heure parce que je préparais ma fiche etc. Pour faire en sorte de ne pas vous dire de bêtises juste après. Elle tournait, clim etc. Donc même la clim continue de tourner, elle ne baisse pas puisque c'est une grosse batterie quand même qui alimente en fait toute cette voiture, quasiment 2 kWh. Donc ce qui permet d'avoir quelque chose de correct. C'est bon, c'est ouvert. Thank you. Allez, let's go. Pour moi, sur les dodanes là, c'était pas inconfortable. Là, et let's go. Donc, ce qui est agréable avec cette voiture et ce système, c'est que, en fait, la traction, la motricité est toujours réalisée par de l'électrique. Le moteur thermique, c'est juste là pour recharger la batterie comme un générateur. Et ce qui est agréable, c'est qu'en fait, on a la réactivité électrique, le confort de l'électrique, la progressivité électrique si on souhaite. Et ça, pour moi, c'est quand même vraiment une bonne chose. Chaque fois que je m'arrête, le moteur se coupe puisqu'il n'a plus besoin de réalimenter. En même temps, ça régénère au freinage. Dans 50 donc c'est plutôt mètres, agréable. Oh là là. au rond-point, prenez la deuxième sortie. Voilà. C'est Google qui parle. En virage, bah tiens, on a un rond-point ici. On va pouvoir se tester tout de suite la tenue de route, ce que ça donne. Non. Après, ça prend légèrement du roulis.
ça s'ouvre quand même assez facilement. Là. Après, on a les aides à conduite qui viennent nous reprendre vite. On sent que c'est typé un minimum confort tout de même. Après, une fois que ça s'appuie, la voiture se vautre pas non plus. Mais je pense qu'elle va être tout de même assez confortable. Là, on le ressent justement quand on fait ça. En fait, quand on fait ça, on va voir la suspension, comment elle est réglée. Et justement, plus c'est mou, plus la voiture, elle va être un petit peu flagada. Là, ouais, c'est le bon compromis. Un petit peu, sans que la voiture s'écrase trop. Je pense que ça va être le bon mix entre confort et dynamisme. Ça ne s'avance pas. Malheureusement, c'est un peu loin. Par exemple, là, j'ai mon coude. C'est dommage, ça. Oui, c'est très dommage. Bon, le côté agréable, par contre, c'est vraiment en roulant. Chaque fois que je relâche, le moteur s'éteint. Chaque fois que je réaccélère un peu plus fort, il se redémarre. Il peut se démarrer, se couper assez rapidement. Mais c'est surtout à chaque fois que je suis à l'arrêt, au moins, je suis dans le confort. Allez, je relance un peu plus fort. Alors, on a 190 chevaux au départ. J'avoue que je m'attendais un petit peu plus... Je vais y aller. Parce que je suis en mode standard. Est-ce qu'en mode sport? Ouais, en mode sport, on a l'impression qu'il y a un petit peu plus. C'est un poil plus réactif. Au niveau de la pédale, on le sent également. On va rester en mode normal pour le moment, qui s'appelle le mode standard. Il y a Eco, Standard et Sport. Sport, on verra sur des petites routes tout à l'heure. Vous allez faire attention parce qu'il y avait des radars. Juste un petit peu plus loin, on va voir nos aides à conduite ici, avec le petit bouton bleu qui nous donne toutes les aides. Régulateur adaptatif, centrage de voie, enfin, tout qui va bien. Là par exemple, on est en virage. Je me laisse conduire, ça personnellement, je ne peux plus m'en passer. Si vous avez moyen de vous payer ça, clairement c'est l'option à prendre absolument. J'ai remis les compteurs à zéro bien entendu, pour voir ce que ça va donner niveau consommation. Et on va rouler comme ça. Donc là je suis à 60 km/h, un petit peu au-dessus de 50 hein, parce que il n'y avait pas forcément de ville-ville. À 60, c'est déjà très bien sonorisé, même les bruits qu'il y a sur les côtés. Moi j'ai juste une vitre simple en plus. Là je suis à 54, allez 53. Là, ça donne vraiment l'idée d'en ville. Ce qui est bien c'est que ce toit là, comme ils ont mis quelque chose d'assez épais, ça filtre encore plus les bruits, ça permet d'amortir. Et je sens que dans la voiture, j'ai pas besoin de parler fort. Et ça, c'est très agréable. Ça qui fait le confort d'une voiture aussi, c'est l'insonorisation. Et cette sensation à bord de s'il y a quelqu'un à côté de moi, j'ai pas besoin de crier dans l'habitacle. Alors, on continue. Je peux changer de vitesse en lisant 7, comme ça. Ou je reste appuyé vers le haut, c'est 70 ici. Bon allez, on va doubler. Alors ça met un petit peu de temps. Alors ce qui est marrant, c'est qu'on a quand même une batterie qui est censée tout alimenter, mais on sent que lorsque le moteur thermique vient s'ajouter, à ce moment-là, il se passe quelque chose. Par exemple, depuis là, et ça attend que le moteur thermique se démarre pour envoyer plus de puissance. Je pensais que c'était seulement la batterie qui faisait office de 100% d'alimentation. Mais en fait non, là on le ressent vraiment. Et à partir du moment où le moteur thermique se met à tourner, là on sent vraiment l'accélération qui devient plus puissante. Sinon c'est très progressif. Et ensuite au moment où le moteur se dit ah oui c'est vrai, il faut que j'y aille, là on va voir que ça accélère plus fort. En 70. Alors ce qui est très bizarre aussi, c'est que comme c'est de l'électrique, on a un moteur thermique, mais on ne sait pas du tout à quel régime moteur on est. Et de ce que j'ai vu sur la fiche technique, ça monte jusqu'à 11 000 tours minute. Alors ça me paraît assez incroyable. À 11 000 tours, je pense que ça va bien alimenter. Donc en conduite sportive, ça peut peut-être être utile d'avoir le générateur qui tourne très vite pour pouvoir justement envoyer beaucoup d'électricité. Après, dans ce genre de conditions, là c'est vraiment intéressant. Et là c'est très discret parce qu'en fait même si le moteur thermique a besoin de tourner, il a besoin de tourner tout doucement juste pour pouvoir alimenter légèrement, un petit peu comme quand on roule normal hein. C'est la production, c'est clairement le rendement qui est un petit peu près pareil hein. C'est genre
quand le moteur thermique est avec une boîte de vitesse, il tourne doucement. Lorsqu'on est à 70, là c'est pareil avec le fait qu'on est à alimenter une batterie, parce que la batterie demande peu, parce que le moteur demande peu, donc ça demande peu au moteur thermique. Et bien sûr, toutes les phases de décélération, de freinage, eh bien, on va recréer l'électricité. Ça, c'est l'avantage des vraies voitures hybrides, et donc ça, on peut considérer ça comme une hybride avec juste un système différent. Mais clairement, c'est assez intéressant. C'est pas les seuls à faire ça. Il y a Honda aussi qui le propose. Et je vous avoue que je trouve ça intelligent d'un côté. C'est peut-être pas le truc le plus efficace niveau rendement et consommation. On le verra ce que ça donne sur le nombre de kilomètres. Je crois que je suis parti pour 2h30 de route là. Donc sur 2h30, je pourrais vous faire un bon débrief à la fin de ce qui s'est passé. Allez, on va aller s'insérer sur du plus roulant. Ici, on va arriver sur l'autoroute. Ok, si on va tout droit, on va vers Portimao. Et bien, avec ce job, on voyage quand même plutôt pas mal. Bon, malheureusement, j'ai jamais le temps d'en profiter. Je fais que conduire et vous faire des montages et prendre des avions. Mais c'est plutôt cool quand même de voir un petit peu de paysage. En plus, il fait beau. J'ai l'impression que le soleil est resté ici, alors que nous, en France, malheureusement, ça fait très longtemps qu'on ne l'a pas vu. Alors, hop. On va aller s'insérer, autoroute normalement. Ah, direction l'Espagne par là. Lisbonne par là ou l'Espagne par ici. Donc, je pense qu'on est quand même assez loin encore. Hein. Allez, let's go. L'autoroute ici c'est 120 pour s'insérer. Ouais, c'est plus que suffisant. Ça relance bien. On a entendu le moteur qui montait un petit peu dans les tours. Mais c'est venu se positionner assez rapidement à 120. Alors, je vais vous faire un petit bout de 130 parce que chez nous c'est 130. Donc, à 130 km/h. Là, j'étais en légère descente, le moteur est très discret. Là, ça a remonté un peu. Comme je disais, c'est plutôt bien insonorisé, même sur l'autoroute. Là, ça remonte plus. Donc, le moteur monte un petit peu plus en régime. Comme on n'a pas de passage de rapport, donc il faut qu'il crée plus d'électricité pour forcer un petit peu plus. Il reste plutôt discret, même comme ça, 130 km/h. Bien sûr, mes aides à la conduite, ça se débrouille plutôt pas mal. La voiture reste assez bien centrée. Là, ça tourne. Elle reste bien au milieu des voies. On n'a pas le droit de lâcher les mains totalement, donc il faut reprendre le volant en main. Même sur les grosses montées, c'est quand même assez discret au niveau du moteur. C'est plutôt plaisant. À part sur les grosses relances. Et même quand j'appuie à fond, ben, je trouve que c'est quand même discret. C'est bien insonorisé. Donc entre la partie habitacle et le moteur, je pense qu'ils ont mis quand même pas mal de couches d'isolant. On entend un petit peu de bruit du vent, alors ce qui est normal, on roule à 130 km/h, on a quand même une assez grosse voiture. Mais même à 130 km/h, je sens que j'ai pas besoin de parler trop fort dans l'habitacle. Alors, j'arrive sur la fin du bout d'autoroute. Donc en gros, sur une trentaine de kilomètres à 130, j'ai pas réduit ma vitesse en dessous de 130. Moyenne à 7,6 litres. Et quand j'étais sur les petites routes avant, je suis parti avec une moyenne à 7,8 litres. Donc on va dire vraiment 7,5 litres, entre 7,5 litres et 7,7 litres à peu près sur autoroute à 130 km/h. Ça nous fait une bonne idée. Donc là j'ai fait, on va dire quasiment une trentaine de kilomètres sur autoroute, un petit peu moins. Ensuite je peux passer sinon sur le mode éco qui va me brider la puissance sur la pédale d'accélérateur. Donc pour la même pression d'accélérateur, la voiture va avancer 2 fois moins. Lorsque je suis en normal, ça sera 2 fois plus vite, et ce sera encore 2 fois plus vite lorsque je serai par exemple en sport. Là imaginons, je fais la moitié de la pédale, ça relance gentiment. Je vais rester même niveau sur la pédale, je passe en normal, là la voiture se met à accélérer, je passe en sport, et là elle se met à accélérer beaucoup plus, le moteur monte en régime. Donc le mode éco, lui, va faire en sorte que justement ce soit beaucoup plus progressif au niveau de la montée en puissance, ce qui va faire que on va avoir moins besoin de demander tout de suite au moteur de tourner plus vite. Donc, petit à petit, y aller progressivement, il va tourner gentiment pour pouvoir justement consommer un petit peu moins. Donc je continue comme ça, là on est sur des petites routes, donc là je suis même à 90,
je suis à ce qu'il y a devant. Un goudron qui est quand même propre, mais qui a l'air très abrasif. Pareil, bonne insonorisation, les bruits de roulement sont bien filtrés. Le moteur très très discret. Dans les sièges, on est plutôt bien. Ils sont plutôt ouverts également. Donc ça veut dire que même avec un grand gabarit, on se sent bien dedans. Bien installés. Ils sont un petit peu fermes. En fait, il y a une fermeté avec une fine mousse au début qui est plus molle. Donc ça veut dire que on se sent bien, mais avec la fermeté et un minimum de maintien comme il faut. Alors là, on a une petite route ici. Je vais pouvoir peut-être passer en mode sport, voir le côté dynamique. Comme je disais, ça accélère bien. Le moteur donc va monter dans les tours un petit peu comme une boîte CVT. Alors c'est pas une CVT qu'on a, mais ça tient plutôt bien. Je dis ça s'appuie un peu. Bah tiens, regardez, hop, allez, gros freinage. Une route où il n'y a absolument personne ici. On va se faire un 0 à 100. Auto hold. Attention, c'est parti. Ça part gentiment, toujours en élec. Ensuite le moteur se met à chauffer 80, 90 et 100. Ouais, c'est plutôt correct. Attention, gros freinage, 100 à 0. Alors, ça freine bien. On sent que la voiture plonge d'un coup au départ. On sent que l'arrière se relève bien. Ensuite, on voit que la suspension est plutôt molle. Par contre, c'est confortable. Là, j'ai fait un freinage d'urgence à fond sur l'ABS. Et c'était pas désagréable. J'ai pas eu peur. Je me suis dit, oh, ça freine bien. En virage, donc on est toujours en mode sport. On peut l'emmener à bon rythme sans conduire de façon vraiment très sportive, mais ouais, c'est pas mal. On sent que l'avant est un petit peu lourd et que ça a tendance à sous-virer. Après, on est sur des routes où on est dans un pays chaud, dans le sud du Portugal. Donc c'est avec un petit peu de poussière dessus, surtout que là on voit aux alentours il y a un petit peu de roche, mais il est agréable à conduire. Il donne pas envie d'aller vite, mais en fait on va à des bons rythmes dans le confort, et je pense que c'est plus le côté confortable qui va vous intéresser sur un Qashqai plutôt que le côté sportif. En mode sport également, quand je relâche, j'ai une petite régénération, et dès que je passe en mode éco, plus du tout de régénération, mode roue libre. On n'a pas de palette ici pour choisir, mais après on a le mode B qui va me permettre avec le mode B là de régénérer et donc de me faire un frein encore plus puissant qu'en mode sport. Et si je mets sport plus B, non, le mode B est pareil en mode sport ou en mode éco. Ok. Après, ce que j'aime bien, c'est qu'on a le choix. Il y a certaines voitures, on n'a pas le choix, ça régénère tout le temps. Là, j'ai le choix, je suis vraiment roue libre, roue libre. On sent que ça monte, donc même pour une route en montagne, si on n'appuie pas trop sur l'accélérateur, le moteur reste vraiment discret. Franchement, ils nous ont fait une petite route top là pour tester justement le côté châssis. Comme je vous disais, on sent un petit peu de sous-virage, ça c'est dû également aux pneus, puisque le but maintenant pour les constructeurs c'est surtout d'avoir des pneus qui consomment le moins possible d'énergie et justement qui grippent pas forcément le mieux pour avoir le moins de résistance au roulement, mais moins de résistance au roulement dit également un petit peu moins d'adhérence. Donc il faut trouver le bon compromis. Là le compromis n'est pas trop mauvais, je trouve. On peut y aller à bon rythme, on entend un petit peu les pneus. On n'a pas forcément besoin de rouler comme des fous tout le temps. En tout cas, cette route est très très sympa. Comme j'ai des caméras, une voiture, une pente très très raide, je vais mettre caméra ici et je veux justement tester ce truc là de caméra de front hood machin. Mode drive, là il y a une côte, franchement, je pense que c'est une des plus raides que j'aurais montée de ma vie. Alors je sais même pas si je vais aller jusqu'en haut. Avec un petit peu de motricité comme ça en élec, c'est plutôt pas mal. Alors j'espère qu'à la descente ça va aller et que la voiture va pas prendre trop de vitesse. Parce que, attendez, j'essaye de redescendre un petit peu sans aller trop haut. Si je freine, ouais, ça glisse vite, il va falloir vraiment descendre petit à petit. Non, je pense que ça va le faire. J'ai pas en fait d'aller si haut. Mais bref, sinon, là avec ce truc là du capot transparent, ça fonctionne plutôt bien. Et même le démarrage en côte, le côté électrique, c'est très très pratique. Et là je vois vraiment où je mets mes roues. Alors je vous avoue que ça monte très très raide.
Et je sais pas ce qu'il y a en haut en fait. J'espère pouvoir redescendre. Non, je vais peut-être pas monter jusqu'en haut. Allez. On a déjà bien testé les caméras comme ça. Parce que j'ai peur qu'en haut il n'y ait rien ou je dois aller très très loin. Et je vous avoue que là ça a l'air quand même d'être 4x4 ici. Bon, en tout cas, ça fonctionne bien. Ah, c'est là qu'il faut que je tourne. Bah voilà, parfait. Ah bah ça va être que du chemin, super. Ah, j'espère qu'il n'y a pas 20 km comme ça là. Bon, voilà, du chemin. Je m'attendais pas du tout à ça. Je vous avais mis une boucle qui allait beaucoup plus loin. C'est peut-être pour ça qu'ils nous mettaient des boucles, pour pas qu'on passe justement par ce genre de chemin. Alors je suis assez surpris du confort de la voiture là. Ah ouais. Ah ouais, mais là je m'enfonce dans les montagnes comme ça. J'ai des pneus route, c'est pas vraiment des pneus tout terrain. En plus le prochain virage est hyper loin. Je sais pas combien de kilomètres je vais faire comme ça. Je sais pas si c'est la meilleure idée que j'ai eue jusqu'à là de prendre ce chemin là. C'est à droite ou à gauche? À droite. Il y a l'air d'y avoir des gens qui roulent ici. Maintenant que j'ai fait toutes les images, je peux le salir un peu. Très très confort, hein. Franchement, je suis assez bluffé du confort là. Il y a pas mal de petites pierres et autres. Sur du chemin, c'est assez agréable. Il tient bien la route. Ouh, l'arrière a l'air très joueur par contre. Il s'enroule comme ça. Ça veut dire que peut-être même sur des routes, si on veut s'amuser un peu, ça peut peut-être être rigolo. C'est d'un confort. Et souvent même un vrai tout-terrain, ça a des suspensions beaucoup plus fermes. Et ça garde pas ce confort, alors que là, je suis assez surpris. Bon, j'espère juste ne pas crever un pneu. Ce serait l'idéal. Parce qu'il y a quand même il y a des cailloux, ils ont l'air piquants. Autre truc intéressant dont j'ai oublié de vous parler, je laisse la clim pour le bruit, c'est le e-pédale. Donc il y a le mode D qui laisse du roue libre, le mode B qui régénère un petit peu. Ensuite, donc, je repasse en D, roue libre, et il y a le e-pédale. E-pédale qui lui fait un vraiment gros freinage, beaucoup plus gros. Donc là par exemple sur les petites routes de montagne ici, sur la redescente, ça peut être assez intéressant. Depuis tout à l'heure, je fais que des routes de montagne, j'étais vraiment monté au sommet et en fait je suis passé par des routes, j'ai fait un quart d'heure de off-road, assez bluffant d'ailleurs, la vitre arrière ça se voit un petit peu. Le e-pédale ça peut être très intéressant ici et surtout le gros avantage également, c'est que ça va jouer au max sur la récupération d'énergie en électrique. Et l'avantage de ces voitures là également, c'est par exemple pour la montagne, comme les routes ici, on va pouvoir jouer avec le e-pédale, ça va éviter de consommer de la plaquette. Donc là, sur tous les freinages, je relâche. Régénération max en électrique et ça va toujours pas aller chercher les plaquettes. Il y a vraiment personne. Alors par contre, c'est juste incroyable. Vous êtes motard, vous avez une petite voiture de sport, descendez dans ce coin-là. C'est les routes les plus incroyables que j'ai prises jusqu'à présent. J'ai dû croiser 3 voitures. C'est inouï. Les routes sont folles de chez folles dans le coin vers Faro. Vous allez chercher dans les montagnes. Je suis vraiment waouh. Je me dis, là vous venez là avec une petite voiture, genre une petite Alpine, même une petite MX5, un petit truc en propulsion léger. Je pense que c'est le kiff assuré. Genre vraiment plus ou en moto. Vous allez adorer. Il n'y a que des virages, un super motard même, ou même un truc, un roadster. Je pense que c'est une des routes les plus cool que j'ai fait de ma vie. Et 100 personnes avec de quoi s'amuser, un goudron nickel de chez nickel. Incroyable. Franchement, waouh. Waouh. Un local. Ouf. Il n'y a vraiment personne. C'est dingue. Bon, au final, la montagne, ça fait souvent pas que descendre. Des fois, on retourne un petit peu à plat, on va accélérer, etc. Donc, la batterie, j'étais à quasiment 100%, mais j'ai pas réussi à la mettre vraiment 100 full pour voir vraiment ce que ça donnerait, malheureusement. Et là, je arrive sur l'autoroute qui revient, ou du plus roulant. Donc, malheureusement, j'aurais pas pu tester cette fonction et j'ai pas trouvé de route qui descendait plus. Pourtant, là, j'ai fait pas mal de descentes. En tout cas, jusqu'à là, très bonne voiture. Je prends du plaisir à conduire. Ah, tiens, là, un truc Dodan. Ouais, ça filtre bien. Je fais exprès de passer vite dessus. Là, je suis à 45. Et il est plutôt balèze. Ça filtre bien. C'est une bonne auto.
Bon, j'arrive à ma destination finale. J'ai réalisé 137 km. Alors, j'ai roulé un petit peu moins que prévu. J'ai refait la fin un petit peu plus en direct. 7 litres 4 de moyenne en ayant fait la fin avec la route à 90. C'est plutôt pas mal. Parce qu'au final, j'ai fait beaucoup de montagnes. J'ai pas forcément lésiné sur l'accélérateur à la montagne. Donc, on va dire que c'est assez correct. Je sais que c'est pas le système le plus économique, le fait d'avoir le moteur qui tourne comme ça. Par contre, c'est quand même très très agréable en montagne, le fait de pouvoir relancer ce côté électrique. J'ai trouvé ça vraiment bien. Conclusion numéro 2, là, puisque j'ai changé de voiture aujourd'hui, je viens de refaire 76 km à une consommation de 4,7 litres, ce qui est beaucoup mieux que ce que j'ai fait hier, avec des routes où il y avait un tout petit peu d'autoroute à 120 et beaucoup de routes à 80-90, toujours un petit peu de route de montagne, traversée de village, etc. Donc beaucoup mieux aujourd'hui sur cette version avec l'intérieur, là, comme ça, qui était une rouge. Voilà, c'était pour faire un petit débrief. Donc en gros, on peut faire une moyenne entre la moyenne d'hier et les 4,7 litres d'aujourd'hui. Comme ça, au moins, vous avez la vérité. Il est confort, il est plutôt spacieux. Moi, c'est un bon compromis au final. Hein. Et tiens, j'ai pas testé le diamètre de braquage exactement. On va le faire là. Hop. Il y a derrière personne. Est-ce que ça tourne bien? Hop. Ouais, c'est pas mal. Hein. 11 mètres 10. Et surtout ce côté agréable. Lorsque j'appuie sur mon petit truc V, je peux rouler en 100% élec. Donc petit débrief comme ça, bonne auto, assez plaisante. On est bien dedans, les sièges au final, après avoir pas mal roulé. Au final, ça me dit, il est quelle heure là? Il est 17h, je crois que je l'ai récupéré vers 13h, donc pas mal roulé. 3h10 qu'il est démarré, donc en même temps j'ai fait des pauses, des tournages, etc. Donc, non, des petites routes, du chemin, etc. Bonne auto, franchement, vraiment pas mal. À voir ce que vous voulez. N'hésitez pas à me dire si vous, ce système, ça vous plaît. Le côté élec avec un générateur. Et l'autonomie, il me reste encore 656 km à faire et j'avais pas encore le plein. Donc, ouais, je pense qu'il y a moyen de se faire un petit 800, quoi, en gros. Hein. Si on fait ça bien, ça peut être plutôt pas mal. Bon, n'hésitez pas à mettre le petit pouce bleu si vous avez bien aimé, à vous abonner à la chaîne si vous voulez d'autres essais, ou à me dire dans les commentaires ce que vous voulez que j'essaye prochainement. Bon. Allez, à bientôt. Ciao.